Je voudrais remercier donc le ministère de nous avoir conviés ici et de nous permettre justement de débattre sereinement, hein, en tant que spécialiste, juriste, historien, anthropologue, représentant d'associations, ce qui ne doit pas nous empêcher, et si le ministère a accepté de nous accueillir, c'est qu'il est d'accord, ce qui ne doit pas nous empêcher de porter un regard critique au sens noble du terme à l'égard des textes législatifs, et notamment de la loi sur la biodiversité, qui globalement, on partage tous ce sentiment, apporte des éléments extrêmement positifs dans l'évolution du droit de la protection de la nature, du droit de l'environnement en général. Alors nous allons maintenant, pour le dernier intervenant, demander à Renaud Meb, qui est historien du droit à l'Université de Franche-Comté, un des spécialistes de l'histoire du droit de la protection de la nature, qui, je le rappelle, a été initié par le ministère de l'Environnement, j'y pensais tout à l'heure, à la suite d'une étude qui avait été lancée du temps où Catherine de Villemorin était en poste dans le service qui correspondait au fond à la recherche du ministère. Alors, tu vas nous parler donc du nuisible, une catégorie juridique logique et paradoxe d'une législation de la destruction des nuisibles, une époque évidemment très, très importante qui marque un tournant, fin 19e, début 20e siècle. Merci Jérôme, merci Monsieur le Président. Donc je suis très heureux de faire partager un petit peu le peu de ma connaissance. Alors je vous garantis, je ne serai ni polémique, ni militant. Je suis un modeste chercheur qui farfouille et qui n'a pas de certitude. Donc je vais vous fournir les éléments de ma recherche afin d'alimenter ce débat sur les nuisibles. Alors pour comprendre, je me concentre essentiellement sur le 19e siècle. Et pour comprendre cette réglementation du 19e siècle et éviter les anachronismes, il nous faut oublier le droit de l'environnement, sa philosophie, son inspiration, ses logiques, les buts qu'il poursuit. À l'époque, nous n'avons pas de code de l'environnement, on a un petit peu de droit communal, on a beaucoup de droit de la chasse et puis quelques réglementations spéciales de droit rural. Donc c'est par ce petit bout de lorgnette qu'on aborde la question du nuisible. Alors le nuisible, c'est donc une catégorie qui interpelle les juristes. Mais qu'est-ce qu'un animal nuisible et malfaisant? C'est dans les dictionnaires de l'époque, c'est l'appellation officielle, les animaux nuisibles et malfaisants. Alors la perception de l'animal par le juriste n'est pas toujours celle du paysan ou du chasseur, même si le juriste s'efforce modestement de traduire en droit leurs préoccupations. Alors, les juristes ont leur conception, leur catégorie. D'ailleurs, on adore ça, des classements, des catégories. Il faut que les choses soient claires. C'est notre rationalité à nous. Et comme à la chasse, il faut viser juste. Et il faut bien saisir ce que le législateur a voulu faire quand il a légiféré sur les nuisibles. Alors, à l'époque, se débarrasser d'un nuisible, c'est d'abord le détruire. Et le détruire, c'est le chasser. Alors, le chasser au sens large, parce que y a chasse et chasse. Et le nuisible ne fait pas l'objet d'une chasse, il fait l'objet d'une destruction. Chasse-t-on donc véritablement le nuisible? En fait, l'animal nuisible est une catégorie dérogatoire du droit commun de la chasse. C'est ainsi qu'on le perçoit. Alors si j'insiste sur la chasse, c'est bien sûr la loi de 1844 qui est un petit peu la base de cette législation des nuisibles. Il faut aussi penser que nous sommes dans un pays où le droit de la chasse est un de ces droits symboliquement arrachés aux privilégiés en 1789, devenu un attribut de la sainte propriété consacrée par le Code civil, protégé par le Code pénal. Donc la destruction des nuisibles est un attribut reconnu aux propriétaires, accessoirement à la collectivité villageoise. Alors
J'aurais pu... 20 minutes, c'est pas assez, donc je me concentrerai sur certains points. J'évacue les insectes, le phylloxéra. J'évacue aussi les questions de responsabilité civile, parce que pour les nuisibles, c'est aussi un vaste débat de responsabilité civile. Je ne parlerai pas non plus de l'organisation administrative et de toutes les subtilités de la louveterie. Peut simplement vous donner deux regards. Je citerai Léon Becquet, une petite lecture, et puis après, on va se poser la question sur ce qu'est un nuisible et éventuellement rapidement voir ce qu'on peut faire. Alors, je vais citer d'abord Léon Becquet, conseiller d'État, auteur d'une somme. C'est la Bible du droit administratif de l'époque. Donc, c'est un auteur remarquable, une sorte de référence absolue. Alors, dans une préface d'un ouvrage d'un autre maître des requêtes au Conseil d'État sur ces questions de chasse, vous voyez, c'est des gens un peu austères, il va donner son opinion sur cette belle thématique de la destruction des animaux nuisibles. Alors, si en effet on veut bien se préoccuper des animaux au point de vue légal, on voit qu'il y a une source abondante de richesses qu'il faut protéger, de droits qu'il faut défendre. En outre, leur existence peut présenter de graves dangers. Il faut prendre des précautions. On a dû arrêter des mesures législatives et administratives. Les latins, nos maîtres en jurisprudence, ne considéraient les animaux qu'au point de vue des droits de propriété que l'on pouvait exercer sur eux. Étaient-ils meubles ou immeubles ? Comment cette propriété s'acquérait ou se perdait-elle ? C'est à cela que se bornaient leurs préoccupations juridiques. Mais il n'en est pas de même chez nous. On sent la supériorité de l'homme moderne du XIXe siècle. Que l'on veuille bien parcourir la pensée de l'ensemble de notre droit économique et l'on verra quelle masse de relations juridiques naissent des usages que nous faisons de tous les êtres inintelligents, mais doués de mouvements qui nous entourent. Depuis le plus petit jusqu'au plus gros, le règlement intervient et nous avons des dispositions de nos lois qui s'appliquent à l'invisible phylloxéra comme à l'immense baleine. Des animaux nous assurent la nourriture. Il faut améliorer leur reproduction et veiller sur leur bon état de santé et sur leur sécurité. Des animaux nous donnent les plus précieux de nos vêtements et les plus riches de nos couleurs. Il faut encourager les soins dont ils sont l'objet. Des animaux nous procurent le plaisir de la chasse. Il faut les sauver d'une destruction inévitable. Des animaux nous prêtent leur force dans les travaux de la paix et dans ceux de la guerre. Il faut choisir leurs espèces et encourager leur multiplication. D'un autre côté, ces mêmes animaux, dont le concours nous est utile, sont attaqués par d'autres que la nature a doués d'instincts féroces. Il faut défendre les premiers et détruire les seconds. Ils sont atteints de maux contagieux, il faut les soigner et les isoler. D'un autre côté, enfin, certains animaux peuvent présenter pour nous-mêmes des dangers, soit parce que leur maladie se communique à l'espèce humaine, soit parce que leur férocité les rend dangereux. Il faut les anéantir. Autant de lois qui interviennent complétées par des règlements que l'administration applique. Si l'on ne craignait pas les titres étranges, on pourrait promulguer à la suite de notre code civil et de notre code pénal un véritable code des animaux. Et le titre, s'il n'était pas hasardé, serait justifié. Je vous laisse commenter par vous-même cette approche de l'animal et de l'animal sauvage. Alors, nous sommes au XIXe siècle, on voit bien cette supériorité. De ce siècle, après les Lumières, il y a le progrès et il y a aussi l'utilité. Alors, où l'animal est utile, je reprends Becquet, où il est nuisible, où il est ni nuisible ni utile. S'il est utile, il faut le conserver, protéger sa vie, améliorer sa race. S'il est nuisible, il faut le détruire et chercher à anéantir tous ceux de son espèce. S'il n'est ni utile ni nuisible, comme l'intérêt doit être la mesure des actions, il n'y a nulle nécessité que le législateur intervienne. Donc des utiles, des nuisibles, et puis des ni l'un ni l'autre. On laissera donc faire la nature, mais aussi les usages et les coutumes. On voit tout de suite à quelle subdivision conduit cette première vision du sujet. L'animal est utile parce que l'homme l'a domestiqué, plié à ses usages, et en a fait en quelque sorte le serviteur de son existence. Ou bien parce que l'homme a su tirer un profit naturel, soit de lui-même, soit de ses produits spontanés. L'animal utile est donc un animal domestique ou un animal sauvage. L'animal nuisible,
parce que par sa nature même il est dangereux, ou parce que, quoi qu'utile en général, des circonstances particulières en rendent le voisinage périlleux. L'animal utile ou animal nuisible, domestique ou sauvage, cette simple façon d'examiner la question amène immédiatement à une codification générale de la législation aussi logique que précise. Donc, Léon Becquet a donné toute la philosophie de la législation du XIXe siècle. Alors, la base de la classification sera le profil, l'utilité, et puis le danger. Alors, si on se base sur l'utilité va rendre les animaux susceptibles de propriété. S'ils sont nocifs, ils vont être insusceptibles de propriété. Voilà, premier élément de l'appréhension de l'animal. Quand on évoque l'animal neutre et qu'on le compare à l'animal nuisible, on voit que les deux, l'animal neutre et l'animal nuisible, sont insusceptibles de propriété. Alors, qu'est-ce qu'un nuisible ? Alors, les animaux nuisibles ou malfaisants sont les animaux de toute espèce qui peuvent être dangereux pour les personnes ou pour les animaux domestiques, ou qui sont capables de causer des dommages aux propriétés. Alors aujourd'hui, on est un peu plus évolué. Les animaux nuisibles sont ceux qui portent atteinte à la santé, à la sécurité publique, qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, et qui portent atteinte à la faune ou à la flore. Alors, le problème des nuisibles, c'est que la réflexion, elle part du droit de la chasse, et le droit de la chasse s'occupe du gibier. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'il faut distinguer le gibier des nuisibles ? Alors, je vous dispense de tous les arguments, des pour et des contre, mais je laisse la question en suspens. Voilà une question qui préoccupe les juristes. En fait, on sera assez déçus parce qu'il n'y a pas de définition du nuisible. Dans le recueil Fusil Hermann Carpentier, finalement, après avoir un petit peu évoqué ces questions, l'auteur se dit, en fait, on définit les nuisibles par les mesures dont ils sont l'objet. Donc une définition extrêmement juridique. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, mais ils sont l'objet de la réglementation des nuisibles. Alors, quelle réglementation ? On verra les nuisibles dans les injonctions faites au préfet de déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles. Donc c'est le préfet qui va déterminer qui sont les nuisibles. Classification préfectorale à ce niveau local. Il n'y a pas de classification nationale obligatoire, il n'y a qu'une circulaire du ministre. Alors cette classification, on l'a fait en consultant le Conseil général, pas seulement de la procédure, c'est là, dans cette assemblée locale que vous trouverez les lobbies, les chasseurs, voire s'il existe les amoureux de la nature, quelques naturalistes. Et l'auteur conseille aussi au préfet de consulter les naturalistes, donc cités en tant que tels. Alors, voilà la première mesure dans laquelle on va trouver des nuisibles, les listes préfectorales. On va aussi essayer de comprendre ce qu'est un nuisible dans la faculté reconnue aux propriétaires ou aux fermiers de repousser ou détruire les bêtes fauves qui portent dommage à leur propriété. Ce fameux droit de légitime défense, qui est d'ailleurs analysé comme le droit de légitime défense humain, avec les mêmes conditions, le péril imminent et le dommage causé à la propriété. Donc ça, c'est assez intéressant. On va tenter de définir un nuisible dans tout ce qui relève de la louveterie. Depuis l'ordonnance de 1814, on a réorganisé cette administration qui, depuis 1830, est sous la responsabilité de l'administration des forêts. On va pouvoir trouver du nuisible dans le droit donné aux particuliers de tuer les loups sur leur propriété. On trouvera également une appréhension du nuisible dans les mesures qui peuvent être prises, les chasses, les battues collectives ou individuelles prévues par l'arrêté du 19 pluviose en 5. On
percevra ce qu'est un nuisible aussi dans le droit à la faculté qu'ont les maires, article 90, paragraphe 9 de la loi de 1884, de prendre toutes les dispositions pour la destruction des animaux nuisibles et de prescrire des chasses en temps de neige à l'effet de détruire les loups et les sangliers. Et puis, vous trouverez ce qu'est un nuisible dans ces législations spéciales qui concernent le loup, qui concernent le renard, les blaireaux, qui concernent les insectes, et également jusqu'à la loi de 1907 sur la destruction des corbeaux et des pies dans les contrées où leur grand nombre occasionne des dommages aux récoltes. Donc il n'y a pas de définition de nuisible. On ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de définition claire et nette, il faut aller dans les actes de la pratique, dans les archives, et non pas dans la loi. Alors, il appartient donc, et là je vais faire une petite focale, finalement, quels sont ces animaux nuisibles ? Je vous l'ai dit, la loi de 1844 donne ce pouvoir au préfet d'établir la liste des nuisibles dans son département. Alors, il doit s'inspirer de certaines considérations. Certains animaux, tels que les mammifères carnassiers et les oiseaux de proie, sont essentiellement nuisibles et malfaisants par nature. Donc, il doit les intégrer dans sa liste. D'autres, tels que les lapins, les cerfs, les biches, ne le deviennent qu'autant que leur nombre dans une localité s'est accru dans de trop fortes proportions. Donc là, ça dépend. Alors, les mammifères les plus souvent classés nuisibles sont le sanglier, le loup, le renard, le chat sauvage, le blaireau, le lapin, la loutre, le putois, la fouine, la martre, l'ermite, la belette. Alors, ça sont des généralités. Si l'on épluche, et on pourrait se lancer dans ce genre de travail, tous les bulletins administratifs départementaux, on voit bien que selon qu'on soit en Côte d'Or, en Gironde, dans l'Eure, on ne classe pas les mêmes animaux dans la catégorie des nuisibles. Alors, qu'en est-il du gibier ? Alors, le gibier, ces animaux sont utiles, donc il convient de les ménager. Par contre, on pourrait admettre leur destruction en cas de surabondance, puisque là, ils deviendraient malfaisants. Ils provoqueraient un danger pour les récoltes. Voilà. C'est notamment le cas du sanglier, qui n'est pas un nuisible, mais qui peut le devenir. Idem pour le lapin. Le lapin n'est pas un nuisible, mais il peut le devenir, puisqu'il dévaste les terres, les bois et les jeunes taillis. Idem pour les biches et les cerfs. Alors, qu'en est-il des oiseaux ? Alors, le regard qu'on a à l'époque, sont considérés comme nuisibles les oiseaux de proie, les destructeurs de gibier et les oiseaux qui endommagent les récoltes, ce qui ferait hurler les fonctionnaires aujourd'hui, puisque les oiseaux sont protégés. À l'époque, il n'y a pas ce genre de protection. Donc, on se posera la question pour faire des catégories. Alors, en Côte d'Or, le préfet, lui, permet de détruire les oiseaux de proie diurnes. Oui, donc chacun a son petit. En Seine-et-Marne, les faucons, les aigles, les éperviers. Oui, donc il n'y a pas disons, de vision commune. Le préfet de la Côte d'Or mettra un terme générique. D'autres préfets préciseront les différentes espèces. Alors, le jury s'étonne que certaines espèces ne sont jamais mentionnées, comme les tourneaux, le martin pêcheur, le casse-noix, le héron, le cormoran. Dans ce recueil aussi, on s'étonne que le grand-duc n'ait pas été classé comme nuisible par le préfet de la Côte d'Or. On se posera aussi la question de savoir si le pigeon est nuisible. Alors on distinguera les pigeons domestiques et les pigeons sauvages. Le pigeon sauvage est bien évidemment un nuisible. Et d'ailleurs, le préfet, depuis la loi de 1889, il hérite des pouvoirs du maire, il peut définir la période pendant laquelle les pigeons de colombier n'ont pas le droit de sortir, et là, lorsqu'ils sortent, ils vont être considérés comme nuisibles puisqu'ils vont s'attaquer aux semences, une sorte de double nature du pigeon de colombier. Selon que c'est ouvert et fermé, il peut être utile ou il peut être nuisible. Alors,
terminerai simplement sur c'est ce doute, ces interrogations. Il n'y a pas de liste nationale comparée à aujourd'hui. Simplement, une circulaire du ministère de l'Intérieur en 1861 a envoyé une liste des oiseaux nuisibles, une liste indicative. Et le préfet pourra aussi consulter la liste établie par la Commission internationale pour la protection des oiseaux de 1895. Donc, on pourrait continuer, mais tous les questionnements que nous aurons sur les personnes, les terrains, les temps, les animaux, sur le colportage ou non des oiseaux, des animaux, tous ces questionnements renvoient à des taxonomies, à des classifications, et finalement, ces classifications ne sont pas claires, elles ne sont pas définies, et nous sommes donc dans le doute. Alors, c'est avec ce doute que je termine. Et peut-être réflexion philosophique. Vous savez, le droit a sa raison, la nature a la sienne, et il est souvent extrêmement difficile d'appréhender ou de classifier ou de figer. Nous, le droit, on est là pour stabiliser, figer, conserver. La nature, elle évolue. Et on voit bien déjà à cette époque, dans leurs préoccupations et leurs questionnements sur la classification, qu'il est très difficile de percevoir ce qu'est un nuisible. Et je termine d'autant plus que, à la fin du siècle, on voit bien que les travaux de la science et des naturalistes montrent que un nuisible peut être utile, un utile peut être nuisible. Et là... l'administration va être complètement perdue. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci Renaud, merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de définition de nuisible, mais n'empêche qu'il y a une énorme littérature à la fin du 19e et au début du 20e concernant la destruction. Il y a des ouvrages extrêmement précis sur la manière de torturer à la limite ces espèces. Et puis ça concerne tout le monde, oui. Puisque c'est lié à la ruralité. Voilà. Tout paysan doit connaître cette législation. Et c'est vrai que ça a fait l'objet d'une abondance. Et en fait, la définition de nuisible, elle peut être aussi en creux. Je fais référence à la première convention sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, autrement dit 1902. On peut finalement... détruire tous les oiseaux qui ne figurent pas dans la liste des oiseaux à protéger. Et il n'y en a pas beaucoup dans cette liste. Là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7, je crois. Voilà.